Salut, salut, aujourd'hui on est mercredi 18 février 2026. On est le premier jour de l'année du cheval de feu, donc bonne année à tous. Et c'est vrai que même s'il fait encore froid, enfin vraiment ici, là, dans ma Normandie, Sud-Normandie, limite Bretagne, franchement il y a le Saule, tu l'as vu, il fait ses petits bourgeons. Euh, Ouais, tout bourgeonne, les gens qui sont là, tout sort de terre. On est encore en hiver, mais franchement, c'est vrai que ces Chinois sont forts quand même, parce qu'ils sont forts en médecine, ils sont forts en astrologie. C'est quand même une civilisation qui est vraiment très raffinée, très ancienne. 5000 ans, hein, quand même. Et vraiment, ouais, on peut dire que le nouvel an, végétal, de la nature, ça y est, les jours recommencent à être normaux, j'allais te dire. Hein, on a besoin de soleil, c'est maintenant que ça se passe. Aujourd'hui, on est le jour de Mercure. C'est gouverné par l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, l'archange du ver, chakra du cœur. Et dans la symbolique de la lune, le 18 en tarot, c'est la lune. Écoute, c'était assez important. Hier, on a eu une éclipse annulaire. C'est-à-dire qu'il y a cet effet fou. C'est fou. Franchement, c'est fou. De se dire que la Lune fait exactement la bonne taille, elle est à la bonne distance pour ne cacher presque entièrement le Soleil quand on les superpose, pour ne laisser qu'un anneau de lumière. Tu vois, moi quand j'étais petite, et ma mère disait ça, elle le dit toujours, on n'aurait pas réussi si on avait voulu le faire exprès. Mais il y a quand même à se demander si ça n'a pas été fait exprès. Si tu veux, si on commence à... Tu sais, c'est vrai qu'on a ce petit fond de croire que tout dans ce monde est un peu au hasard. Tu vois, et quand on s'ouvre un peu à la spiritualité, ce qu'on appelle des coïncidences, qu'on transforme en un autre nom qui s'appelle synchronicité. Mais tu sais, on cache toujours cette chose-là de se dire, mais en fait, tout est voulu, tout est, j'ai pas envie de dire prévu, mais en tout cas un peu préparé. C'est fou de se dire que tout pourrait être préparé, mais en même temps, c'est fou aussi de se dire que tout est au pif. Tu vois, un corps humain, c'est pas au pif. Je veux dire, c'est quand tu fais quelque chose au pif. Tu vois, si tu prends un bout de terre, tu vois, quand on nous dit dans la religion, euh, on a pris un bout de terre, on a formé comme ça, tu vois, on fait une poupée, un bidule, un bonhomme en pâte à modeler. Et puis on lui met la vie, d'accord, vas-y. Mais non, c'est pas comme ça. On a des yeux, on a tout un système interne de, de, de perception, de sensation. Moi, par exemple, l'autre coup, tu sais, j'ai une mauvaise circulation des jambes. Bon, voilà, je suis trop grosse, bon, je commence à être vieille, enfin bon, tu vois, tout, bon, topo, quoi. Euh, donc, j'ai de la circulation qui se coupe dans mes jambes. Et j'essaye de me le relever et de marcher. Et j'y arrive pas. J'ai plus aucune sensation. Alors, on te dit, oui, la sensation, c'est les nerfs, c'est le machin, c'est le bidule. Bah ouais, mais si j'ai pas de sang qui passe, j'ai pas ces sensations-là qui passent. Si elles passaient par autre chose que... Tu vois. Et du coup, c'est un truc tout con, mais tout ça, c'est tellement merveilleux en vrai. C'est merveilleux, nos êtres,
les sensations, les perceptions. Tu te dis, mais tu te rends compte qu'on arrive avec nos pieds à savoir sur quoi on marche. On a on a des perceptions qui sont ultra fines. Et avec nos ressentis, on parlait de Kundalini avec ma fille parce qu'on parlait de yoga et qu'on disait qu'au départ, le yoga, c'est fait pour entraîner ton corps à justement supporter des positions assises prolongées pour la méditation ou pour entraîner son corps à être parfaitement, à répondre parfaitement à ce qu'on veut en faire, pour faire de la sexualité sacrée, pour réveiller la Kundalini qui va elle-même réveiller nos ultra-perceptions, nos perceptions encore plus fines que tout ce qu'on peut déjà faire avec nos corps, c'est-à-dire là faire avec notre âme, avec nous relier complètement à cet être immatériel et désincarné que on est au départ et à ses connexions à lui. Enfin, moi je te le dis comme ça parce que c'est comme ça que je le comprends. Hein. Et parce qu'il faut bien il faut bien qu'elle vienne de quelque part. C'est se reconnecter à soi-même, à nous-mêmes. Alors oui, on a des guides, oui, on a des êtres qui nous aident, qui nous épaulent, euh, depuis l'invisible, hein, on est sur la Lune, hein, on est vraiment sur la partie yin, on est, pour parler comme les Chinois, on est sur le sombre, on est sur ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est en gestation, tu vois, comme ce homard, qui est en train de se transformer. Euh, à la fois le bon, tu sais, dans toutes les cartes, il y a le bon et le moins bon. Euh, il y a ce que nous, on veut créer, ce qu'on est à l'intérieur. Je sais pas si tu as écouté la vidéo du coup d'avant, mais voilà, où on se disait, je te disais qu'à l'intérieur, on a calé nos caractères, on a calé notre personnalité en fonction des personnes qui sont les plus importantes pour nous en tant qu'enfants et qui sont donc nos parents, notre famille, les gens qui nous sont les plus proches, de qui on dépend. On dépend de nos parents. On fait ce qu'on nous dit de faire. Tu vois, on essaye d'être ce qu'on nous dit d'être, ce qu'on nous montre, comme je te disais, ce qui est valorisé ou le moins réprimé, en tout cas. Et, et ça peut être, tu vois, aussi bien, ça peut être un bon côté, des bons côtés, qui se révèlent après en soleil, qui se réveillent en qui on est. Tu vois, avant on est, voilà, avant on idée, avant on est une âme, avant on est rien, après on s'incarne et on est à la vie. Tu vois, c'est ça aussi le soleil, c'est la naissance, c'est la renaissance. On est dans cette vie-là et on est formé par ce qui a été créé avant. Et on est formé aussi par ce qui est notre... Tu vois, je réagissais, ça fait quelques jours, je voulais te faire une vidéo, puis j'ai pas eu le temps, et puis... on voit qu'il y a un gamin qui a poignardé une bonne femme, sa professeure, c'est pas bien. Alors, la violence de toute façon n'est pas quelque chose de souhaitable. Mais premièrement, j'ai envie de mettre cette information, parce que évidemment que c'est véhiculé, oui, les profs, les élèves, les... Tu sais, il y a plein de choses qui se télescopent. Quand tu vois des enfants, des petits gosses, des bébés, ils font pas de mal. Je te disais, ça rigole et ça pleure ensemble. Euh, ça fait pas de différence. Quand un enfant est bien élevé, et bien, qui a tout ce qu'il faut, qui est élevé dans l'amour, tu vois les enfants, je sais pas si tu avais vu ce reportage-là, on voit ils prennent des enfants qui ont le même âge. Par exemple, ils prennent un petit garçon noir avec un petit garçon blanc qui sont copains, ils disent mais c'est quoi vos différences?
Et c'est quoi vos ressemblances? Ils vont pas te dire, toi, lui il est noir et moi il est blanc. Ils vont te dire, ah bah toi t'aimes bien le chocolat, moi j'aime bien le caramel. Tu vois, ils vont faire des trucs comme ça. Ils vont pas. Alors tu te dis, au départ ils sont comme ça, et puis après il y en a certains qui arrivent jusqu'à poignarder leurs profs. Et donc on stigmatise des gamins. Mais j'ai envie, je sais pas, tu vois, moi je sais pas si j'ai l'esprit particulièrement contradictoire, mais tu vois, je mets ça, il y en a, ça arrive, ça arrive, ça arrive quand même relativement peu. Par contre, les histoires de violence sur les enfants, ça arrive quand même beaucoup plus. Les histoires d'écoles comme Betaram, les histoires de... et même sans Betaram, il y a quelques années, et les gamins se prenaient des coups de règle, tu sais, les règles carrées en fer sur les doigts. Et ça, c'était quand même partout, beaucoup. Qu'est-ce qu'une prof Qu'est-ce qu'une prof de... euh, en plus, c'est une prof d'art plastique ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle a pu dire à ce gamin, tu vois, pour que le gamin, il ait quand même envie de la poignarder. Et qu'est-ce que ce gamin vit dans sa vie, chez lui, dans le sombre? Qu'est-ce qu'on voit le gamin? Mais le gamin, il s'est pas élevé tout seul jusqu'à 14 ans. Il vient bien d'une famille. Quand tu vois qu'il y a des familles et des nounous et des gens comme ça la mère qui a affamé sa gamine, la gamine est morte de faim. Les profs qui t'insultent, on le voit tous, ça. Des gamins, quand je te dis, et encore même après, moi, ma gamine en CP, on ne sait pas ce qui se passe. Les nounous qui secouent les gamins ou qui les maltraitent, qui les insultent. Là maintenant que les profs mettent, que les parents ont des petites caméras et mettent dans les sacs à dos de leurs gosses et qui écoutent leurs gamins se faire insulter dans l'ombre, dans le sombre. Ça, on le voit pas. On le voit pas ce qu'on fait aux enfants. Alors après, oui, on voit des enfants, des gamins déviants, des gamins qui deviennent des adultes déséquilibrés, qui deviennent des tout ce qu'on veut, des malfrats, des machins. Mais qui a fait de ce qu'ils sont? Est-ce que la société, à un moment, tu vois, je vais parler comme une vraie, mais faudrait quand même un petit peu se poser les bonnes questions. Oui, c'est pas bien qu'un gamin de 14 ans, il a envie de poignarder sa prof de dessin. Mais qu'est-ce qu'elle lui a raconté, sa prof de dessin? Comment les profs aussi t'insultent quand tu vois, ne serait-ce que Pierre Ninet, l'acteur et tout, il l'a quand même dit, là, il y a 6 mois, un peu avant Monte Cristo, au moment de Monte Cristo, quand c'est sorti, euh, qu'il a fait une spéciale dédicace à sa prof de français qui lui a dit quand il était, je sais pas, peut-être en quatrième ou en troisième ou je sais plus, un truc comme ça, qu'il avait peut-être 14 ans aussi, tu vois, qu'il était nul, en gros, hein, quand même, c'était comme ça qu'on pouvait le prendre, qu'il était nul et qu'il ferait jamais rien de sa vie. S'il te plaît. Alors, tu vois, je pense vraiment, tu sais, quand on dit, voilà, il y a tellement de choses, vraiment, à changer. Voir un peu les profs. Tu sais, j'avais dans ma boutique, voilà, de toutes sortes de gens, et comme tu as vu, j'aime bien papoter. J'avais rencontré une inspectrice de classe, mais on parlait des niveaux scolaires et tout. Enfin, c'est un peu dramatique ce qui se passe en ce moment en France sur les programmes, sur ce qu'on fait. On fait n'importe quoi, les gamins ils comprennent rien. Il y a beaucoup de gens qui décrochent, des gamins qui sont dans l'anxiété, qui sont... Moi, ma gamine, je la connais, tu vois, elle est super intelligente. Par contre, bon, elle a des problèmes de gluten, pas diagnostiqués, donc au départ, elle a des problèmes d'attention, des machins. Tu sais quoi, je me suis rendu compte à force d'avoir essayé de trouver des solutions avec ses profs et ses machins, être allée chez tu sais, comment ça s'appelle ça, les orthophonistes, mais qui voyaient pas trop le problème, qu'elle en avait pas, bon, c'était un problème quand même de santé.
au départ, qui avait des répercussions sur ses capacités mentales et intellectuelles, du coup physiques, tu vois, et donc intellectuelles. Et, mais au-delà de ça, il y a les profs qui voulaient pas donner parce que c'était un moment où on filait pas de, ils leur donnaient pas de devoirs à faire à la maison. Comment tu veux faire? Et passer du temps à faire des trucs. Pardon. Mais moi, je suis des années 70, franchement. Euh, Honnêtement, hein, c'était quand même pas mal avant. Euh, ouais, les années 80, on avait des profs 68 arts. C'était quand même autre chose, quoi. Je veux dire, bon, on vous faisait faire des trucs manuels, mais c'était sympa, c'était pratique. Il y avait un côté. On avait un côté qu'on nous apprenait des trucs pratiques aussi, tu vois. C'était agréable, ça. Faire un peu de cuisine, un peu de jardinage, un peu de couture. On va dire c'est con, mais tu vois, c'est un peu du truc de la vie de tous les jours. Bref, je te passe le truc. Quand je me suis dit, bon, bah, j'en ai marre de m'énerver, et j'ai acheté des bouquins, là, tu sais, les cahiers de vacances, et que c'était vachement mieux expliqué dans les cahiers de vacances, puis il y avait des petits exercices, et c'était bien. Tu vois, et après, pareil, tu trouves sur Internet des trucs, tu te dis, mince, l'école, ça devrait être amélioré. Tu vois, quand au Japon, ils font des cours de savoir-vivre et de méditation et de machin, ouais, on devrait aussi faire des trucs un peu comme ça. On devrait, tu vois, voilà, un peu vérifier ce que font les profs. Et quand j'avais mon petit voisin, comme sa prof était pas là, il avait été accepté dans la classe de CP de ma fille, et que c'est lui qui m'a dit après que la prof, l'institutrice, hein, donc euh, elle était humiliante avec ma fille. Je sais pas, elle la supportait pas. On sait pas pourquoi, hein, mais elle la supportait pas. Et ben, qu'est-ce que tu veux qu'un enfant petit vienne te raconter ça? Moi, ma fille, elle m'a jamais rien dit, et pourtant, elle s'est fait traumatiser par cette prof-là, tu vois? Donc, comment on part au départ d'enfants qui sont juste, voilà, tendres, mignons, bon alors ouais, peut-être qu'ils se mettent un peu des coups et des machins, mais voilà, ils testent, ils essayent, enfin, tu vois, et encore, moi, j'ai pas... Enfin, les gamins, si tu leur montres pas... Un enfant, ça quand même, ça mimétise ce que ça voit, tu vois. Un enfant que tu tapes pas, un enfant que tu maltraites pas, bah, il y a certainement toujours des exceptions à la règle, hein. Mais est-ce qu'il va te faire ça? Est-ce qu'il va te taper? Est-ce qu'il va te maltraiter? Est-ce qu'il va t'insulter? Quand on est petit, et moi je me souviens quand même, on redit les mots qu'on entend. Alors de là à se dire qu'on va refaire les gestes qu'on voit, euh, alors évidemment que c'est pas bien d'avoir de poignarder qui que ce soit, sous n'importe quel prétexte que ce soit. Mais à un moment donné, c'est vrai que il faut aussi se rendre compte quelle violence on fait vivre à nos gamins. J'écoutais une vidéo qui expliquait ça. Alors, il y a le truc de l'enfant roi. Alors, ça, c'est la dernière mode. Mais, tu vois, ils expliquaient que il y a pas d'enfant roi. Il y a des gens qui voient ça comme ça et tu vois, en proportion et en je sais pas comment te dire. Il y a plus d'enfants qui sont pas écoutés, pas respectés euh, en tant qu'être complet, en tant qu'individu, et qu'on force et qu'on enfin peut-être que moi c'est aussi mon passif qui me fait parler de la sorte parce que tu sais voilà il me faut encore décortiquer mon enfance pour me rendre compte de tout ce qui a été abject. Oui, l'inceste a été abject, mais au-delà de ça, le rapport,
Ma mère, c'est abject ce qu'elle a fait. De cacher l'inceste sur ses enfants, de manipuler tout le monde, à la fois son mari qui a fait l'inceste sur ses enfants et spolier ses gosses et tout ramener à elle, et en plus manipuler tout le monde, tout ça pour de l'argent, et en plus se faire passer pour la pauvre et nier la douleur de tout le monde. C'est abject, c'est monstrueux. C'est tellement monstrueux, mais que on peut. Moi, ouais, peut-être que. Et pourtant, ça fait déjà quelques années que je suis sur le dossier, mais que je raisonne encore avec mon caractère peut-être d'enfant. On se dit. Tu vois, j'imagine que. On l'a mérité quelque part, où on se rend pas compte à quel point. Je me rendais pas compte à quel point c'était. Tu vois, mais horrible. C'est terrible de faire subir des choses comme ça à des enfants. C'est terrible. Et pourtant, on était. Tu vois, je veux dire, on est dans une famille. Ma mère, elle a vécu, je pense, une belle enfance. Des parents qui avaient une moralité, une mentalité, qui étaient amoureux l'un de l'autre, euh, qui étaient dans le don, dans le partage, d'essayer, je pense, d'être équitable avec leurs enfants, des grands-parents aussi qui étaient assez présents. Ils ont tout fait pour qu'ils manquent de rien. Ils avaient des vacances au ski, à la mer, enfin vraiment plutôt princesse, plutôt une vie assez rêvée, quoi. Équilibrée, hein, mais. Et d'une femme qui a tout reçu comme ça, de voir elle ce qu'elle a fait avec moi, avec mon frère, avec bah, du coup ma sœur. Hein, après, chacun choisit son camp, mais. Et tout ça, c'est ça qui est fou, c'est que c'est caché, c'est caché aux yeux des gens, aux yeux du monde. Et mon père aussi, hein, je veux dire, il est dans ce. Il est pas. C'était pas mieux, quoi. C'est fou, je vais te dire, je veux pas faire ma petite gâtée parce qu'effectivement, j'ai manqué de. Tu vois, pas manqué de nourriture, j'ai pas manqué d'habits, et bon, enfin, tu vois, j'ai envie de te dire, je vais pas faire ma peu chère parce que j'ai pas non plus de quoi le faire, mais tu sais, quand on a les moyens et on n'offre pas aux enfants ce qu'ils veulent, tu vois, quand on fait la lettre au Père Noël. Moi, ça, je te l'ai déjà dit, c'est des espèces de détails un peu. Mais tu sais, c'est un peu révélateur, quoi. Moi, mes parents, ils avaient largement de quoi m'offrir à Noël un docteur Maboul, tu vois. Et pourtant, je n'en ai jamais eu. Je sais pas comment te dire. Tu vois, une espèce de volonté, je sais pas. Je sais pas comment te dire ça, c'est fou, quoi. Moi, ma mère, elle me disait qu'on était trop gâtés, qu'on était tout le temps des trucs comme ça, alors que maintenant, objectivement, quand je fais le rapport entre ce que elle a été et ce que nous, on a été gâtés, bah, est-ce qu'elle s'est permis voilà, de cacher des violences sexuelles, des viols, euh, pour garder l'homme qui possédait l'argent et qui en plus, elle a fait des faux papiers pour nous déshériter. Et, tu vois, il me faut encore des guidances que j'écoute pour me rendre compte, tu vois, et de décrire des
des façons d'être qu'elle a été, c'est-à-dire de voler l'héritage de ses enfants et de même pas les protéger financièrement et de les laisser comme ça galérer. Tu vois, moi, elle a reçu son grand-père, des maisons, le grand-père qui avait offert à ses petits-enfants une petite maison à chacun, enfin, tu vois, des gens bien qui avaient gagné de l'argent, qui ont tout fait pour protéger, pour aider leurs enfants, leurs petits-enfants, tu vois ce que je veux dire? Elle a été élevée dans ça, elle a tout pris pour elle, elle- je sais pas d'où lui vient, pour le coup. Pour le coup, c'est sa nature, je pense. Je sais pas. Tu vois, c'est là aussi où il y a les karmas quand même qui viennent, quoi. Parce que, pour le coup, elle, ce qu'elle a reçu, n'explique pas son comportement vis-à-vis de ses enfants, hein. Hormis maintenant, voilà, que je le vois, une tournure d'esprit, même une maladie mentale, hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Mais, ou alors voilà, un karma transgénérationnel et qui doit s'arrêter maintenant et qui s'arrête là parce que... Mais en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, voilà, la prise de conscience, elle est là. C'est-à-dire que ce qu'on fait vivre à un enfant Voilà, chez chaque gens, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas ce qui est dit, ce qui est fait. Et si on s'arrête que aux apparences, et tant on prendra tu sais, les fleurs. Faut pas. Tu vois, je sais plus quelle est cette expression qui dit on reconnaît une fleur à ses fruits ou je sais pas quoi. Mais quand on voit un gamin qui a un couteau et qui a envie de poignarder une prof, il faudrait quand même se demander qu'est-ce qui vit à la maison, ce gamin. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette prof-là, aussi. Tu vois, il faudrait qu'on commence un petit peu à... Au lieu de condamner, de stigmatiser, de toujours vouloir euh, combattre, tu vois, par la force, et même combattre. On ne doit pas combattre, on doit démonter, on doit dénouer, on doit euh, passer à la lumière. Il faut pas que... Voilà, cette lune, tu vois, je sais pas, c'est ce qu'elle nous montre. Tu vois, quand elle vient nous cacher le soleil, elle nous montre comme c'est important ce soleil. Comme elle le cache presque entièrement. C'est-à-dire que si la lune, si ce qu'on a à l'intérieur c'est beau, eh ben on va avoir un beau soleil rayonnant aussi. Et si ce qu'on a à l'intérieur c'est moche, eh ben ça peut aussi cacher presque entièrement notre soleil. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que euh, et pourtant le soleil il est bien plus grand, il est bien plus gros, et il rayonne et cette lune là elle ne fait a priori pas grand chose pour nous. À part faire l'attraction, monter la sève, etc. Enfin, tu vois. Mais justement, faire l'attraction, monter la sève, euh, va dépendre aussi de ce qu'on a là, dans notre eau, dans notre bain, dans notre amour. Si on a de l'amour, on va faire monter de l'amour. Quand tu as un enfant qui a eu de l'amour, qui est, qui est gentil, qui est de la sollicitude, il va être rayonnant, il va être gentil, il va être tendre. Tu vois, j'étais avec ma pote Juliette au téléphone là et elle me parlait de son fils, on parlait de savoir si maintenant il est tout grand et tout. Il a que 14 ans, tu vois, mais ouais, il fait deux têtes de plus qu'elle, moi elle est petite. Mais on était justement allés en vacances ensemble, c'est un gamin, mais tellement chou, tellement mignon, un petit, un ange, enfin tu vois, un mec, un gamin gentil, adorable, vraiment, un adorable gamin. Petit, voilà. Et,
Et donc là, voilà, elle me montrait voilà, par des agissements comment il était encore et toujours adorable. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et adorable, adorable, adorable. Et, et donc la question c'était de savoir si il avait couché avec une fille ou pas, tu vois. Et, et elle avait l'air de me dire, ah mais si ça avait été fait, je le saurais, mais un peu, tu sais, je sais pas comment te le dire, mais en me présentant comme si c'était, entre guillemets, ce que nous, on se dit des mecs, tu vois, qui veulent baiser, et s'il avait baisé, moi je te le dis comme ça, s'il avait baisé, elle le saurait. Et du coup, moi, ça m'a, compte tenu du gamin tel qu'il est, tel que je le connais, tu vois, je lui dis, mais je pense que si, ah putain, c'est ça, s'il l'avait fait, euh, il t'en parlerait pas comme ça. Parce que ça serait sa première fois et j'imagine que c'est un enfant, tu vois, qui va mettre de l'amour dedans et que ça l'intéressera de mettre de l'amour. Que c'est pas un gamin, tu vois, qui cherche juste à coucher avec une fille pour la première fois. Enfin, voilà. Et aussi, c'est peut-être ça. Tu vois, quand je te fais une. Je t'extrapole, quand on voit les romantiques et les poèmes et les Roméo et Juliette et tout, peut-être que c'est aussi une distorsion de notre pensée de croire que les hommes sont, euh, tu sais, nés pour être, voilà, des toxiques pervers et juste coucher avec les filles. Non, bah non, les garçons aussi. C'est pareil en fait, homme ou femme. Voilà, on est des tendres, on cherche l'amour, la tendresse, le cœur qui bat, une première fois d'amour réciproque. Tu vois, on cherche l'amour, on n'est pas, on n'est pas on n'est pas élevé comme des petits yogis, je sais pas, pour faire du yoga Kundalini. Enfin, tu vois, je sais pas comment te dire ça, mais qu'il faudrait reprendre, voilà, à l'origine, à nos enfants, à nous-mêmes, euh, voilà, qui serait important, effectivement, de déconstruire, de, de, d'aller vraiment, voilà, plus que dans l'inconscient, mais dans la vraie vie, remettre les choses à leur place et dire que voilà, c'est pas facile d'accepter quand si on a des parents toxiques, si on a des conjoints toxiques, si on a, tu vois, moi, on vient encore me dire que le père de ma fille, ah, qu'est-ce qu'il était bien. Bah non, il était pas bien. Moi, j'ai vécu le viol conjugal. Bah, tu vois, et ça, tu vois, c'est encore difficile à dire parce que on dirait pas comme ça. Et quand tu vis dans des familles toxiques, et ben, que tes conjoints après ont des caractéristiques toxiques et tout ça, et c'est pas qu'on se ment à soi-même, ouais, alors on est dans une sorte de déni, c'est du déni, mais parce que c'est déjà, c'est ce qu'on a vécu tout le temps, on est né dedans, la toxicité, avant de s'en rendre compte, c'est quand même difficile. Là, tu vois, je regardais un coup moi, j'ai pas suivi le procès. J'ai plus de télé, tu vois. Et puis, en plus, voilà, bon. La nana, Gisèle, là, qui a gardé son nom, hein, d'ailleurs, moi, je pense que c'est ça que j'aurais commencé par changer de nom de famille. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'aimerais bien faire, changer de nom de famille. Tu vois, j'écoutais le mec, il était très bien, le flic qui a fait la première enquête au départ. Franchement, un mec bien. Qui se disait, ouais, j'espère qu'elle se souviendra pas trop de moi parce que se souvenir de moi, ça va faire se souvenir de tout ce qu'elle a vécu et qu'il était un peu gêné parce qu'il avait l'impression qu'il cassait une famille. Et moi, dans ma tête, et c'est aussi ça qui me fait parler aujourd'hui, mais je dis, mais c'est pas lui qui a cassé la famille, lui, il a révélé. Il a révélé ce qui était déjà foutu. C'était pas une famille. Et c'est comme moi la mienne. Je veux dire, c'est pas une famille que j'ai eue.
J'ai eu des géniteurs, j'ai eu, tu vois, euh, j'ai poussé. Ouais, j'ai grandi. J'ai pas été élevée, j'ai grandi. J'ai pas eu une famille. C'était pas. T'es pas une famille, ça. Et c'est toujours pas une famille, parce que moi, je suis quasiment. Tu sais quoi, j'ai quand même des assez bonnes perceptions. Hein. Euh, je sais que ma mère, elle sait. Je sais que ma mère, elle sait. Je sais qu'elle sait des choses qu'elle veut pas me dire. Et qui font partie, bah, voilà, de toutes ces manipulations et, et qui, de tout, enfin, de toute l'abjection, de toute l'horreur de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle est. Ouais, quand même, quoi, de ce qu'elle a fait et qu'elle continue de faire, tu vois. Quand je lui demande qu'on parle et qu'elle me dise tout et qu'elle me raconte, et quand je sais que dans ma famille, tu sais quoi, je le sais qu'il y avait des gens qui le savaient. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'après, chacun dit que c'était. Certainement, on se dit que c'était pas à eux de le dire. Mais bon. Bon, bref, tout ça pour te dire, c'est pas une famille. Et c'est pas le révélateur qui voilà, et comme moi, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile et ce n'est toujours pas encore, hein. Parce que je te dis, c'est long. Le curseur, il est long à changer. Le point de vue, il est long, 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 long. Parce que, je sais pas comment te dire, hein, euh, pourquoi minimiser tout le temps? Je sais pas. Parce que personne n'a envie de vivre ça, tu vois. Je regardais un truc sur Marie Laforêt, là, qui dénonçait un truc, euh, on va dire des complots internationaux. Tu peux regarder Ina Arditube, il en a sorti pas mal des trucs, hein. Et elle disait, mais ça me fait chier, moi, d'être là, mais je suis obligée de témoigner, de vous expliquer tout ça, sur des fonds d'histoire sectaire, des maris comme ça qui sont gentils pendant je sais pas combien de temps, puis d'un coup, il t'arrive des pépins, des bricoles, des accidents de voiture, et puis ils ont pris des assurances vie, et puis tu te rends compte que c'est tout un système un peu mafieux. Enfin, bon. euh, et tu vois, c'est vrai que ça fait chier de dénoncer, ça fait chier. Ça fait chier de raconter tout ça, ça fait chier de se dire qu'on n'a pas vécu un truc bien, ça fait chier de se dire que ça. Ben ouais, on est bien bien loin. On est bien loin euh, tu sais, de ce qu'on nous vend à la pub, à la télé, là, de l'American Way of Life, du Noël, gna gna gna, de la famille, gna gna gna. Bah oui. Mais si j'extrapole encore, ça, ce truc Noël, gna gna gna, la famille, gna gna gna, et ce qui serait normal, gna gna gna, n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé. Et tu te rends compte qu'on vit dans des systèmes. euh, Parce qu'en parallèle, j'écoutais un truc sur comment ça se passait au Moyen-Âge. Tu te rends compte que c'est quand même toujours un subtil équilibre de, euh, de faire tenir les gens, quand même, les exploiter juste à la limite, quoi. Qu'ils aient juste ce qu'il faut pour pas trop se révolter et que. Mais qu'on puisse bien, bien, bien euh, les exploiter. Comme ma mère, quoi. Tu vois? M'exploiter suffisamment, euh, me donner des petites miettes comme ça de temps en temps et me laisser dans une espèce de dépendance pour que je sois bien, bien gentil et que je l'aide bien à faire ci, bien à faire ça, bien même à m'occuper de mon père, bien, tu vois, qu'on soit tous à ces petits soins de pauvres victimes, et qu'elle, elle ne fasse rien, qu'elle ne travaille jamais de sa vie et qu'elle profite et que tu crois qu'elle aurait, en nous volant nos héritages, à moi, ma soeur, mon frère, qui est mort, hein, s'est suicidé 2 mois
15 jours après, il faut le dire quand même. Après la mort de mon père. Et à mes deux demi-sœurs. Tu crois qu'elle aurait préparé quoi que ce soit tu vois, je te dis au moins faire comme parce qu'elle sait quand même qu'elle nous a volé, elle nous a volé notre héritage, quoi. Nous dire, nous acheter des petits appartements, enfin faire des petits placements, des petits machins. Elle aurait pu ne serait-ce que faire ça. Ben non, tout était que pour sa gueule. Et ça l'est encore maintenant. C'est fou. Mais c'est fou, je te jure, je m'en rends même. Je me dis, mais. Parce qu'en plus, quelqu'un qui n'aurait rien eu, je vais te dire, qui n'aurait pas eu tout ce elle a eu de chance, de trucs, tu vois, tu te dis, bon, ben elle sait pas. Tu vois, elle peut pas avoir imaginé, mais non, mais elle sait tout ça. Elle a eu des parents qui se sont bien occupés, des grands-parents qui ont été, voilà, qui ont été gentils et justes et aimants et aidants. Voilà. Et donc, et voilà, quand t'écoutes là ce qui se passait tu vois, bon, ça c'est mon petit fond un peu communiste, un peu anarchiste, un peu révolté, un peu, tu vois, je fais de l'économie, ça me, tu te dis, mais c'est pas possible en fait que on vive encore dans une société. Alors, il n'y a pas de c'est mieux avant, mais voilà, je pense qu'il faut réinventer un peu les choses là. Qu'on mette en action les principes. Tu vois, on parlait aussi avec ma fille de Françoise Dolto, on parlait justement de l'inceste. En revenant à Pellico, je sais pas si c'est très clair ce que je te dis, s'il y a un peu tout qui se télescope, mais tu vois, la pauvre Madame Pellico, elle expliquait deux choses, que elle avait de la chance, parce qu'elle, il n'y avait pas besoin de prouver qu'elle était victime. On est venu la chercher parce qu'elle était victime avérée. Alors que la plupart des nanas qui se font violer sont obligées de galérer, on les entend pas. Moi, quand je suis allée voir les flics, parce que mon mec, il avait tout cassé chez moi, et qu'il avait... Parce que je voulais le quitter, je voulais partir. Il s'occupait pas de moi, il s'occupait pas de sa fille, il s'occupait de rien, il était que avec ses potes et que à picoler. Tu vois, même s'il avait l'air d'être tout gentil, le Pierrot. Et qui m'a chopé, qui m'a violé. Je suis allée voir les flics, ils m'ont dit, bah, rentrez chez vous. Vas-y. Tu vois. Ouais, bah... Tu vois, je te parle de ça parce qu'il y a aussi le truc sur justement, le devoir conjugal, là. On n'était même pas mariés, hein. Donc elle te dit elle a pas eu à prouver, donc chance. Le gars qui s'est occupé d'elle et il a été, à mon avis, mais vraiment super bien, super psychologue. C'était un gardien de la paix. Et que en fait, quand il a commencé à lui parler de l'affaire, ça a duré 2 heures, et qu'il a commencé à lui montrer les photos et tout, tu vois, il le savait, il avait réfléchi, il n'endormait pas. Pour te dire que c'est pas les hommes ou les femmes. T'as des gens, voilà. Et c'est pas les mecs sont des connards virils, machistes qui veulent juste baiser des meufs. Il y a des. Tu vois, il y en a qui sont comme ça, puis il y en a, c'est des gens, des mecs. Voilà, bien, on est. Comme je te disais, comme le jeune, le gamin de 14 ans, voilà, qui aborde sa sexualité, sa première fois, sous le thème de l'amour et de la tendresse tu vois, d'une vraie histoire et pas ça y est, c'est fait. Ah, tu sais, d'un côté très reproduction, virilité, truc à l'ancienne. J'écoutais aussi les histoires sur voilà, la sexualité de Louis XIV et voilà, qu'il fallait. Enfin, tu vois, certaines façons d'exposer les gens et de nier les sentiments quand on a 14 ans. Ben non, on a envie d'être amoureux, on a envie de. Tu vois, les garçons sont comme les filles, des romantiques. Enfin, peut-être qu'après, tout le monde en étant, voilà, rentrant dans ces espèces de codes de société et puis on en perd un peu l'usage des choses. Mais tu vois, elle me racontait, donc cette fameuse copine aussi, qu'elle avait
un amoureux, là, bon, elle a plus de 50 et son nouvel amoureux aussi, que la première fois qu'ils se sont embrassés, il tremblait, tu vois, et il lui a organisé, bah là, je sais pas comment ça s'est passé, elle m'a pas dit, mais voilà, leur première euh, nuit d'amour, là, c'est lui qui a loué le gîte, il lui faisait à manger, enfin, qui lui a préparé un truc d'amoureux, tu vois? Pas du tout un truc juste pour baiser, quoi. Tu vois? Pour se faire voilà, un truc magnifique, une belle première fois. Et lui, il a 59, je crois, 57, entre 57 et 59. Et elle, 52. Et comme ce qu'ils ont jamais vécu, en fait, ce qu'ils auraient. Peut-être, voilà, justement, ce qu'ils auraient voulu vivre, je sais pas, moi, à 14, 15 ans, 16 ans, je sais pas. Là, c'est de le faire après. Bon, je reviens donc à Gisèle Pellicot. Ce qui est aussi choquant dans l'histoire et ce qui m'agaçait et en réécoutant, parce que ce truc, je l'avais déjà écouté, en fait, finalement, je l'ai réécouté, mais c'est l'histoire de sa fille, en vrai. Sa fille qui a dit, bah moi aussi, certainement, voilà, il y a des photos, parce que pareil, quand le gars, il dit, ouais, moi j'avais les photos et tout, et j'ai vu Madame Gisèle, j'ai vu que c'était elle, et après, quand il a annoncé aux enfants, et qu'il y avait des photos d'une fille, machin, et quand il a vu que c'était la fille. Et c'est vrai qu'elle passe à côté, parce que elle, il faut qu'elle prouve, tu vois. Et sa mère, elle dit pas. J'ai pas tout suivi. Elle a pas l'air de pas la défendre, mais elle dit faut qu'elle sache, j'espère qu'elle trouvera. Parce que j'ai regardé aussi, du coup, un peu son interview sur Quotidien, là. Qu'est-ce qu'elle en dit de sa fille? Mais ce qui m'agaçait un peu au début, et ça revient à ce que je te disais la dernière fois, c'est quel intérêt elle a, cette gamine, qui est une femme aussi. On n'a pas d'intérêt à dire qu'on est une victime. Tu vois, j'écoutais ça, que pareil sur Pellico, on disait, la Gisèle, je vais l'appeler Gisèle plutôt, que qu'il fallait pas qu'on l'aime juste parce qu'elle était victime. Mais j'avais envie de lui dire au chroniqueur, là, mais tu sais quoi, on est dans une société qui n'aime pas les victimes. Pas du tout. On aime les bourreaux, ça oui. Ça, les assassins, les fournirais, les machins, ils ont des lettres d'amour. Il y en a combien qui se trouvent des nanas, qui se marient. Et il y a des Monique Olivier pour leur filer pour leur fournir des gamins. Il y a des. On aime les bourreaux. On n'aime pas les victimes. Et on n'arrive surtout pas tu vois, et pour le coup, c'était quand même pas mal ce qu'elle faisait, c'est, voilà, de dire quand même, on en revient à ce que je te dis sur les enfants au départ. Qu'est-ce qui fait de nous ce qu'on nous sommes? Tu vois, elle dit quand même. Alors, elle dit que ça n'excuse pas, et c'est vrai que peut-être ça n'excuse pas, mais comme moi, mon père, qu'il ait été violé, ça n'excuse pas. Mais ça explique quand même beaucoup de choses. Tu vois, la genèse des choses. Pourquoi le gamin à 14 ans, euh, avant de mettre un coup de couteau, ou des coups de couteau, il y a insulté, gueuler, euh, partir, sécher les cours. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même plein d'autres stades avant. Il y a quand même comprendre comment le, alors, elle explique, hein, Gisèle, là, que, voilà, qu'elle disait non, qu'elle n'était pas une femme soumise, qu'elle était ci, qu'elle était ça, et que son bourreau, il avait vécu vraiment lui-même aussi des trucs pas cool, tu vois. Mais justement, jusqu'à quel moment on va être dans une société?
comme ça qui maintient les gens dans des situations difficiles, tu vois, et même elle te parle d'argent, de surendettement, tu vois, dans une société d'abondance dans laquelle on pourrait se trouver, d'avoir toujours des systèmes politiques, de société, qui maintiennent les gens dans la soumission, dans la pauvreté. Quand les gens râlent sur leurs conditions de vie et qu'on leur envoie les flics et qu'on les tabasse, qu'on les massacre, d'où elle vient la violence? Et moi, je pense vraiment que, je sais pas, on peut, on peut, on peut faire changer ça. C'est les objectifs maintenant. S'occuper des enfants, bien. S'occuper des conditions de vie des parents. S'occuper de faire, tu vois, de prendre en compte tout ce qui est caché, tout ce qui est des signes, tout ce qui appelle, et pas forcément pour la répression. Je te dis pas qu'il en faut pas de la répression. Je te dis pas qu'il faut pas mettre de limites. Je te dis pas ça. Mais combien de gamins flingués à Bétarame, combien de conséquences d'enfants, de petits-enfants, combien de lignées sont impactées justement par des oppressions sexuelles. Putain, même, tu vois, même, voilà, cette espèce de trucs qu'on fait, alors oui, horrible, les camps qui ont détruit des juifs, des homosexuels, des tziganes, des roms, des handicapés, c'est horrible. L'esclavage, c'est horrible. Tu vois, mais pourquoi on met tous ces douleurs-là en compétition? Pourquoi il y en a qui sont plus ou moins? Non. Il y a une oppression, il y a un système terrible. Et à l'intérieur de ces systèmes terribles, maintenant on a des compréhensions. Il faudrait que ces compréhensions, on les mette en pratique et qu'on arrête, qu'on brise les systèmes qui reproduisent et reproduisent encore. Il faut qu'on mette au jour, au soleil. Tu vois, dans le 18, il y a la justice, tu vois. Le 8, il y a cette justice-là. Tu vois, et si on fait... la justice, c'est comme il disait, les baobabs, il faut les prendre quand ils sont petits, il faut les arracher quand ils sont petits, il disait Saint-Exupéry. Et c'est vrai. Les enfants, c'est quand ils sont petits qu'il faut leur donner de l'affection, qu'il faut leur donner de l'amour, qu'il faut leur donner, tu sais quoi, ce dont ils ont envie. Parce que après, ça fait des enfants qui savent qu'ils peuvent avoir. Je te le dis pas de leur donner, de les surgâter, mais je te jure, je me rends. Je sais pas comment c'est possible avec mes parents de pas avoir eu. Je sais pas ce que j'ai eu à Noël. Franchement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai certainement eu une mère toxique, la pire des pires, et un père qui allait avec, forcément, ça allait ensemble. Mais, je sais pas eu. Du coup, moi, c'est des trucs que j'ai offert à ma fille, dont elle a jamais trop voulu. Bon, elle a eu les Barbie sirènes qu'elle voulait, évidemment.
des petits pet shops, évidemment, ce qu'elle voulait, quoi. Tu vois? Elle a eu un docteur Maboul dont elle se foutait. Elle a eu une tête à coiffer dont elle se foutait. Comment t'expliques? C'était des trucs, mais même je me souviens, pour te dire que mon père, il était chirurgien et qu'il était à un moment PDG de son truc. On allait au Noël des enfants tu sais, de soignants et tout. Et ben nous, on n'avait pas de cadeau. Parce que mon père, il disait, bah non, je te jure, hein, c'est pas... tu sais, si tu te dis, bon, bah oui, t'étais père chirurgien, tu manquais de rien. Bah non, je manquais de rien. Mais pourquoi alors on allait à ce Noël-là? Tu sais, moi j'aurais bien voulu aussi avoir, je sais pas, un petit joujou, un bidule, tu vois. Je te jure, hein, c'est bizarre, hein, en plus, c'est pas logique parce que tu te dis, mais j'avais rien pour me sentir frustrée. Bah ouais, tu vois, voilà. T'as vu, eh ben c'est ça. Que j'ai l'impression que mon enfance c'était ça, quoi. Tu vois? Alors, extérieurement, c'était certainement pas ça. Mais en vrai, ça l'était. J'ai vécu ça. Et c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pour ça que je te parlais de Gisèle Pellico, parce qu'elle disait, oui, je veux pas mettre 50 ans de ma vie à la poubelle et tout. Ben ouais, ben, c'est quand même un peu obligé. C'est aussi ça qui fait ne pas changer. Tu vois, c'est s'accrocher au fait que, tu vois, quand j'ouvre le truc en deux, je tombe sur ça, le feu. Bah ouais, il faut un peu cramer tout ça. On voudrait bien repeindre la maison. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai toujours rénové des trucs. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est pas à rénover, c'est à... Bon, bah, ça m'a construite, ça m'a fait grandir. Mais c'est à moi de m'élever sur... de cramer un peu tout ça et de repartir sur des fondations pour te dire que c'est vachement bien qu'on ait des vies antérieures. Parce que là, tu sais quoi? Quand j'ai des trucs un peu chauds sur moi, sur ma vie, sur cette vie-ci, et ben je me raccroche à me dire, ouais, mais attends, tu vois, t'as fait quand même des autres trucs un peu solides dans tes autres vies. Et ça m'aide. Ça m'aide à supporter celle-là. Ça m'aide à avoir à supporter tout ça. Ça m'aide à avoir à me dire, mais à comprendre d'où ça vient aussi, hein. À comprendre pourquoi, voilà. Et puis que c'est normal qu'on ait des trucs bien et des trucs moins bien. Mais que, au-delà de ce qui se passe dans cette vie de maintenant, mon âme, elle est plus élevée, plus solide. Et que, pas pour me... Déjà, ça me réconforte. C'est pour me réconforter. Mais surtout pour me... Si tu veux, pour me faire réussir à refonder quelque chose. À repartir à zéro. Parce que d'avoir une réassurance que je suis capable d'y arriver. Parce que si on n'est que sur ces fondations que j'ai là, je suis pas, tu vois, je suis pas méga confiante en moi, pour tout te dire, tu vois. Et dans d'autres vies aussi, hein, il y a plein de trucs que j'ai fait pas, tu vois, qui m'ont quand même amené à vivre cette vie-là. Mais c'est-à-dire qu'il va falloir transformer un, un- il va falloir transformer, il va falloir s'élever, partir de ça, tu vois. Et on en est tous capables, c'est ce que j'arrête pas de te dire. Et heureusement qu'on en est tous capables. On est tous capables d'avoir des mauvaises conditions de vie, on est tous capables d'avoir des bases comme le lotus, c'est ce qu'ils disent. Encore les Asiatiques, là, que ce soit les bouddhistes, voilà.
dans ces eaux primordiales boueuses, noires, et ben, on peut avoir des départs qui amènent à ça. Et puis au final, on reconstruit, on rénove, on repart sur des basses scènes et on y arrive, quoi. Mais il faut quand même accepter. Accepter d'être une victime, et encore, je te le dis, hein, la société n'aime pas les victimes. Nous, on n'aime pas ça. Moi, j'aime pas être une victime. Ça me plaît pas. Mais c'est vrai, comme ça devait pas plaire à mon père d'en être une. Et de pas vouloir l'accepter, et ben résultat, il a été non seulement lui victime, mais nous victimes. Mon frère, il en est mort, tu vois. Il a fait des victimes, et il en a été victime lui-même. Tu vois? Faut accepter. Parce qu'en voulant paraître fort, en voulant paraître, tu vois, voilà, un espèce de gros viking, là, qui passe pas à table, qui balance pas, et ben résultat, lui, il est mort à 50 ans. Il a continué à à laisser ses bourreaux agir, quoi. Il faut arrêter. Moi, je veux pas que ma fille, tu vois. Ouais, on a tout là. Bon, ça finit bien, tu vois. Et passion. Je te rappelle que mon père, il est mort à 50 ans, assassiné par sa femme et ses meilleurs potes et ses collègues. Il s'est fait bananer par sa maîtresse, qui lui a fait 2 gosses. Enfin, voilà, il s'est fait... tu vois, en voulant faire son mec, là, je suis fort et je suis pas une victime. Et les gens qui savent, voilà, voilà, t'as vu le topo? Voilà, allez. Eh ben si, il faut accepter d'être victime pour pas devenir bourreau, pour pas être victime et bourreau. Alors c'est le pire, tu vois. Faut accepter tout ça. Faut accepter de déconstruire, faut accepter de voir quand c'est pas de l'amour, que c'est de la toxicité, que c'est difficile, c'est long et faut accepter d'être victime, vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux, tu vois, c'est pour ça que je te rejoins. Tu vas me dire, ce qu'on vit individuellement n'a pas de rapport avec la société. Mais si, c'est un ensemble. Regarde, c'est tout le foin qu'on fait de nouveau sur les Jeux Olympiques, là, et les médailles, et les trucs, et les vainqueurs. Tu vois, vainqueurs, bourreau, pas bourreau, on s'en fout, quoi. Faut, ça devient, moi je trouve que ça devient assez insupportable. Et bon, on est faillible, on est des enfants soumis à des conditions de vie. Et si que jamais on ne veut voir les failles et les manques d'amour qu'on a, et ben là, c'est sur ça qu'on va construire des égos euh, pour compenser l'amour. Tu vois, on va construire des personnages euh, forts, euh, mais c'est sur rien. On va construire ça parce qu'on a l'impression que c'est ça
qui est valorisé et qui est ce qui est souhaitable. Alors que ce qui est souhaitable, tu vois, de se couper de ses émotions. Parce que les émotions de manque d'amour, ça fait mal. Donc on va se couper de ses émotions au lieu de se dire, ben ouais, je suis victime de manque d'amour et je vais réparer cette injustice par me donner de l'amour. Et une fois que j'aurai bien de l'amour, aller en récupérer, en échanger ailleurs, tu vois. Eh ben non, on se construit une vie comme si on n'en avait pas besoin. On va compenser. On va dire que ça sert à rien en fait. Et quelque part, on justifie notre maltraitance en faisant ça. En se faisant croire qu'on n'en a pas besoin. Alors que on a besoin que de ça. Tu vois, c'est aussi, ça rejoint un peu le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que on se dit que, bah, tu vois, parce qu'on est quand même dans l'amour, nous. Si nos parents nous ont pas donné, c'est qu'on n'en avait pas besoin. Tu vois? Parce qu'on essaye de justifier l'injustifiable. On essaye de justifier... parce que nous, on est dans l'amour déjà. Parce que le peu d'amour qu'on a, on le donne aux autres. On le donne à nos parents. On essaye de justifier. Parce que la Madame Pellicot, quand elle est arrivée, qu'elle devait voir déposer pour son mari, qui avait filmé le dessous des jupes des nanas dans le supermarché, elle était là à essayer de l'excuser. En disant, bah oui, bah j'étais pas là, c'est pour ça que j'en reviens aussi au truc de devoir conjugal et de machin, que j'étais pas là depuis un mois, donc bon ben voilà. Il fallait qu'il se la mette sur l'oreille, alors ça, tu vois, on essaye de justifier l'injustifiable avant d'en arriver au point où là, quand le gars lui a montré le truc et tout, il dit mais qu'est-ce qu'ils font avec moi, mais qu'est-ce qu'il fait là, bah il me viole, tu vois, et le gars il a été hyper malin, de pas malin et gentil, mais c'était vachement fin de se dire c'est pas moi qui lui dis, il faut pas que je lui dise madame vous êtes fait violer par, tu vois, il a pris son temps, il disait voilà, qu'il réfléchissait nuit et jour pendant un mois et demi pour savoir comment il allait présenter ça. Et de se dire que, ça serait elle qui devrait dire qu'elle s'était fait violer, le dire. Et deux, il avait prévu de faire qu'il y avait un, un, un psychologue de la brigade d'Avignon pour pas qu'elle soit toute seule en ayant ça comme révélation. Et troisièmement, de la faire raccompagner, de s'assurer qu'elle allait dormir chez sa voisine et pas chez elle, et, euh, et, euh, et de la faire raccompagner par des flics en civil pour pas que ça se sache. Il a pris vachement. Tu te dis, waouh, super, bravo. Et ce qui est fou, c'est tu vois, on dit bravo, mais en fait, et c'est ça que je vais te faire un parallèle avec les enfants. C'est ça qu'il faudrait que. C'est comme ça qu'il faudrait que tout soit. Faudrait pas que se dire, ah putain, c'est exceptionnel qu'il y ait en plus, entre guillemets, un simple keuf qui fasse ça comme ça. Ça devrait être comme ça, tu vois. Tout. Les nanas qui vont se pointer, et je sais pas si j'ai fini l'histoire avec sa fille qui est en train de galérer à essayer de prouver qu'elle est aussi une victime, parce que du coup, parce que ça, on veut pas le voir. Je reviens avec ces histoires d'enfants. L'inceste, on veut pas le voir, c'est encore pire. Alors comme il le dit pas, alors du coup la mère, elle... Bon, pourquoi... Enfin, j'ai envie de te dire pourquoi il se serait gêné. Tu vois? Pourquoi il se serait gêné? T'as vu ce qu'il a fait avec la mère? Je veux dire, c'est quand même... Effectivement, je pense qu'au final, elle a raison. Et pourtant, elle n'a pas droit à... Tu vois, elle n'a pas droit à tout ça. Bon, et en plus, j'entendais un mec qui disait que si justement les lois changent pour
ce qu'on appelle la soumission chimique et tout ça, les empoisonnements, on va dire, hein, c'est de l'empoisonnement. Hein. Euh, c'est grâce à la fille, qui n'est vue que comme la fille d'eux, Caroline Pellicot, qui se bouge pour faire changer les choses, et qui ne bénéficie pas de tous les égards, et pourtant c'est son père, c'est encore, j'ai envie de te dire, comme elle le disait, je sais pas comment elle réussit à le dire sans avoir l'air quand même trop de plaindre sa fille, c'est un peu bizarre quand même. Bon, je me suis pas penchée des masses sur la question non plus, mais peut-être que c'est insupportable pour elle de se dire ça, parce que ça doit l'être, tu vois. Mais c'est pas, c'est un peu chelou qu'elle défende pas sa fille bec et ongle quand même aussi, tu vois. Bon, alors c'est sûr elle a déjà, c'est ce qu'elle dit, genre c'est sur le dos, mais enfin c'est ouais. Hmm. C'est quand même compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu te défends pas et c'est-à-dire que si tu t'arrives pas à te considérer comme victime, euh, et du coup, bah, tu prends pas conscience de tous les prédateurs, tu vois. Moi, j'avais pas conscience que déjà le premier père de ma fille, il était pas, hein, si, ah, il est gentil comme ça, hein. Mais les pères, ce genre de personnes ont pas l'air d'être méchants, hein. C'est ça la problématique, hein. Quand tous les autres les voient, comme on dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession un peu, hein. Mon père, il avait pas l'air d'être méchant, hein. C'était un bon gars, hein. C'était un bon chirurgien, c'était une bonne personne, hein. Et ma mère, tu vois. Mais les gens ont pas l'air de ce qu'ils sont vraiment, tu vois. Comme la carte, hein. On a, et ils sont bien écornés, hein. Faut aller chercher au fond. Est-ce que les enfants montrent, c'est sans filtre, montrent quand même aussi, tu vois. Les enfants, voilà, et je voulais te finir que, ben voilà, après la toxicité euh, dans la famille, eh ben tu reproduis ça dans la toxicité dans tes compagnons, compagnes, et mon dernier mec, et d'ailleurs, bah, depuis lui, j'en ai pas d'autres, tu vois, parce que ça m'a quand même bien calmé, hein. Je te dis, je suis pas à deux doigts de me dire qu'il aurait pu lui, tu vois, il avait des comportements un peu chelous vis-à-vis de ma fille, tu vois. Et si j'avais pas, je pense que si j'étais restée encore avec lui, si j'avais pas fait ce travail-là de thérapie et et de sortir de cette mémoire traumatique et de tout déconstruire et de m'aider à me sortir de ce mec-là, de cette dépendance et de cette relation ultra toxique, honnêtement, hein, je pense qu'il serait arrivé des bricoles à ma fille, hein. Lui, il était capable de... je pense qu'il était largement capable je sais pas, d'attenter, déjà, il était assez impudique avec elle, enfin, il y avait des choses... et c'est vrai que si... tant qu'on est là à essayer de croire, à nier, à nier ça, et à nier que tout ce qu'on vit, c'est ça, on peut pas en sortir. Il faut en sortir. Il faut en sortir. Il faut accepter d'être victime. Du coup, il faut accepter qu'on a été maltraité, qu'il y a eu des bourreaux, qu'on a manqué d'amour, qu'on a manqué de tout, et qu'on a pu faire plein d'erreurs, et notamment reproduire. Reproduire. Soit directement, soit indirectement, en laissant les toxicités agir autour. Pour vraiment
pouvoir s'en détacher et retrouver les plaisirs de la vie et la grâce. Mais il y a un moment, il faut accepter de couper avec le passé. Complètement. Et c'est pas... C'est facile sans être facile. Tu dis a priori... Tu vois, si tu arrives à avoir un point de vue clair et dégagé sur les choses, bah tu te dis oui, évidemment. Tu vois, le point de vue que les gens ont quand il y a des nanas qui se font taper dessus, et si et ça, bah pourquoi tu pars pas? Ah, quand on veut, on peut, etc. Ouais, quand on arrive à avoir ce point de vue-là. Mais comme on est sous emprise, sous toxicité, comme on veut pas voir, comme en général, ce qu'on voit, ce qu'on vit, n'est que la dernière goutte du vase qui fait déborder le vase, mais c'est la dernière goutte, mais c'est toute celle d'avant. Il faut aller jusqu'à la première goutte. Tu vois, c'est comme dans Harry Potter, quand il doit vider le truc qui est dégueulasse à boire, là. Je sais pas si tu l'as vu, c'est dans les derniers épisodes, pour trouver leur crux. Il dit, c'est moi le vieux qui doit le faire, et force-moi à boire le truc. Bah ouais, tu vois, il faut aller jusqu'au début des choses, et le début des choses. Bah, c'est ton origine, c'est ta présence sur Terre, c'est tes parents. C'est tout ce que tu as vécu, toute ton enfance, tout ton truc. Ta naissance, tes petites enfances. Tu te rends compte, moi j'ai été violée, j'avais 5 6 ans. C'est pas cool, hein. Mais, et du coup, bah oui, t'es obligé de. Évidemment, tu vois, tu peux pas. Tu peux pas. Bah, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est vécu. C'est pas. Tout ça, c'est du passé, tout ça, c'est de la mémoire, tout ça, c'est pas ce que je suis au présent. Alors ça va être écrit un dans mes annales akashiques, deux dans mon corps, dans mes actions, dans mes réactions, mais on peut on peut travailler sur ça. On peut s'éloigner déjà des gens qui sont toxiques, les parents, les parents, les frères et sœurs, la famille, tout ce qui va avec. Tu vois, c'est comme si dans l'histoire du vase avec la goutte d'eau, t'enlevais que la dernière goutte d'eau. Et puis tu te dis, ah bah c'est bon, ça déborde plus. Tu vois, ça serait ça. Non, on est d'accord que il faut vider le vase pour remettre de la bonne eau, tu vois, il faut tout vider, quoi. Il faut tout changer. Oh, moi, je peux te dire ça. Je suis encore en train de repeindre ma rambarde d'escalier. Ça pue et regarde, j'ai de la peinture partout. Et je me dis, mais à quoi ça sert? J'ai 10 000 trucs à faire. C'est comme te parler à toi. À quoi ça sert? J'ai d'autres trucs à faire plus importants. Ben non, c'est pas plus important. Parce que pendant que je le fais, je te dis, ça me fait comme aussi une psychothérapie. C'est une sorte de psychothérapie. C'est une réflexion. C'est ma façon de prendre aussi encore et encore. Parce que je te dis, j'ai déjà fait une bonne thérapie quand même. Et ça continue. Je continue la thérapie parce que tant que je suis pas là à retrouver le plaisir et la grâce, tu vois, c'est mon âge en plus, 49, de s'envoler, d'enfin accepter et aussi comprendre et construire, savoir que je ne suis pas que Isabelle Béron qui est née le 8 juillet 76 à Nancy 54. Je suis une âme incarnée qui vient vivre des plaisirs et des déplaisirs, mais qui au final vient pour vivre du plaisir. C'est l'objectif. C'est-à-dire que on fait pas, et on me pousse, et on m'aide, et on me guide, comme Raphaël de aujourd'hui nous le dit, à la guérison. On me pousse à ne pas enlever la petite dernière goutte et à garder mon vase tout rempli et à garder tout ça. On me pousse à vider tout le vase
toute la vase, toute la boue, tout le noir, à remettre de l'eau propre, ou en tout cas, si ce n'est remettre de l'eau propre, tu vois, la symbolique de faire pousser dans l'eau noire une belle fleur, quoi. À, à arrêter que mon ombre éclipse mon soleil, tu vois, à retrouver dans mon âme et dans toutes les autres parties de ma vie, de mes vies, euh, et tu vois, que cette vie-là et toutes les autres, parce que dans toutes les autres aussi, il y a du noir et il y a des gouttes, hein. Mon vase, il est rempli de plein de gouttes aussi d'avant. Et en fait, on m'incite et on nous incite, je pense. Je sais pas t'as, quel rapport t'as avec tes vies antérieures, quelle connaissance tu en as, mais on est quand même tous maintenant en train de... En tout cas, si on veut les trouver, si on veut prendre cette dimension-là de nos vies aussi, moi en tout cas, je t'incite à le faire, parce que je sais que si on le fait, c'est qu'on va trouver des gens sur nos chemins pour nous aider à aller vider nos vases et tant de millilitres par-ci, tant de millilitres par-là, j'ai envie de te dire. Tu vois, si on compte en nombre de gouttes, ou comme les Américains en cup, en tasse, tu vois, tu vois, ou en spoon, ou en cup, ou en... Tu vois, c'est un peu disséminé partout. Mais à la fois, quand tu vas vider des cups of tea de toxicité, bah, tu vas trouver des vases tu vois, de confiance en soi aussi, quoi. Et puis en vidant les cups of tea et les différentes toxicités à droite, à gauche, bon ben, je te dis, dans le processus, tu vas récupérer plein de, plein aussi d'amour pour toi-même, plein de confiance en toi. Tu vois, c'est euh, c'est un processus. Tu vois, on passe de la stérilité des ennemis à l'amitié, la découverte, les honneurs, le changement et la clé de la destinée, quoi. J'ai fait des petits tas en parlant. Et on atterrit sur le un quand même, quoi. C'est fou, hein. On déconstruit les choses, on déconstruit la toxicité, on les sort de soi parce que c'est une des étapes. Mais il y en a plein des étapes, il y en a eu plein, il y en a d'autres, et, et tu vois, se dire qu'on a eu d'autres parents, d'autres vies, euh, d'autres façons d'être, qu'on a été homme, qu'on a été femme, tu vois. Et pareil, l'autre coup, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai réécouté le truc sur Gisèle Pellico, parce qu'il m'a interpellée. Ça m'a interpellée aussi, je veux te dire, un peu personnellement, et la vie, elle est quand même marrante comme ça, parce que justement, le père de ma fille, sa grand-mère s'appelait Gisèle, et nous, moi j'adorais ma grand-mère, et, et donc je lui ai donné le prénom de ma grand-mère en deuxième prénom, et que je ne lui ai pas donné le nom de Gisèle, parce que moi je la connaissais un peu, cette grand-mère-là, qu'elle avait un sacré caractère, que j'aimais pas trop. Gisèle, elle, je l'aimais, ça va être un peu chelou, mais quand je repense à sa vie, et du coup je l'ai appelée Maya à la place de Gisèle. Donc tu vois, Gisèle, ça me parlait un peu. C'était une personne aussi qui était bien adorée, estimée. Et je pense que, tu vois, il y a, il y a de l'inceste dans la famille du père de ma fille, depuis Gisèle, et certainement avant, tu vois. Mais pour te dire que euh, les, les, les,
il y a des... Tu vois, c'est marrant qu'on soit sur la destinée, mais ça aussi, c'était destiné. Que je sois avec ce mec-là... Tu vois, c'est marrant, il y a ça qui glisse. Que je sois avec ce mec-là et qu'on fasse notre fille ensemble et que euh, il se passe tout ce qu'il arrive et que voilà, une certaine dose de toxicité avec lui et tout ça, c'était le même parcours. C'était, tu vois, je sais pas comment te dire, je le comprends. C'est aller graduellement, graduellement, graduellement. Au passage de l'augmentation, on revit des trucs karmiques pour les éliminer. Moi, j'ai pas de regret, hein. De aucune personne avec qui j'ai été. C'est, tu vois, je suis justement, tu vois, on avait le feu tout à l'heure. Ouais, j'ai côté à avoir tout cramé, quoi. Je te dis, c'est dangereux, je ne veux pas non plus faire des conneries, mais il y a un peu un côté comme ça. Déconstruire tout ça. Et ce n'était pas par hasard. Rien n'était un hasard. Alors j'aurais pu rester bloqué. J'aurais pu rester bloqué avec lui. J'aurais pu rester bloqué avec chacun des autres. Tu vois, et heureusement, merci. Merci Raphaël aujourd'hui. Merci Michael, Raphaël, Gabriel, mes tatrons. Merci mes guides. Merci mes anges. Merci les gens qui me mettent dans la vie. Merci mon jumeau d'âme qui... voilà, parce qu'il m'a aidé, il m'aide toujours et on passe et on déconstruit ça tous les deux aussi. Tout ce qu'il a vécu lui comme toxicité, ce que j'ai vécu moi pour qu'on se comprenne bien, qu'on voit bien ce que ça a fait de faire du mal comme ça à des enfants. Et là, plus je te parle voilà, de toute ma lignée aussi, de tous les enfants qui sont devenus des adultes, qui sont devenus des bourreaux. Je te parle de ça. D'arrêter de stigmatiser des individus et de prendre conscience de tout un système qui est aujourd'hui dénoncé par certaines personnes, mais qui sont assez invisibilisés et qui sont décrédibilisés. Mais c'est tout un système d'oppression, tout un système de glorification de la dureté, de la force, jusqu'à même de la psychopathie. Et c'est ce modèle-là qui est complètement à changer. Et c'est une, d'arrêter de croire qu'on va pouvoir passer par une putain, je sais, je retrouve plus mes mots. Putain. Ah, j'aime pas. Par le fait de tout répressif, voilà, par une répression, c'est le mot que je cherchais. Il va falloir retourner à l'enfance, mais je te dis que ça en prend pas vraiment le chemin, parce que moi je vois ma copine ours, là, elle s'est foutue en dépression, elle en peut plus, elle est dans le social, ils ont pas de moyens, ils ont pas de... On enlève des profs, on enlève, tu vois. Il faudrait repenser l'école, il faut repenser tout ça. Faut qu'on... Alors il y a des courants qui arrivent, les Montessori, il y a des écoles maintenant qui sont, qui sont mieux, mais il faudrait que tout ça... il y a des... Heureusement que ça a fait des progrès aussi depuis Françoise Dolto. Tu vois, sur la psychologie, il y a plein de choses qui ont changé ces dernières années. Et c'est super. Il faudrait vraiment le mettre en place maintenant. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est que au niveau des parents, des enfants, que même si c'est pas mis en place encore on va dire dans les institutions, mais qu'au moins au creux des foyers, au creux des familles, on arrête de faire subir.
à des enfants, de la maltraitance, mais tu vois, la maltraitance psychologique, je te parle de... Mais tant que qu'on a des enfants qui sont devenus parents, qui sont toujours à vif et qui continuent toujours de... tu vois, j'écoutais... Voilà, arrêtez de taper les gosses, arrêtez de les fesser, arrêtez les humiliations, arrêtez les paroles, arrêtez les... Tu vois, les mauvaises paroles, arrêtez de... Moi, je vais te faire rire, j'espère. Arrêtez de pas offrir des docteurs Maboul aux gamins qui veulent des docteurs Maboul. Merde. Arrêtez de faire croire à des enfants qu'ils peuvent pas... tu vois, tout avoir. J'ai écouté ça il y a longtemps. T'es en train de... Encore de m'occuper de ma mère et de repeindre son appartement pour le vendre, lui faire tout à sa place. Un pédopsychiatre américain, c'était un truc en anglais, c'était il y a longtemps ça déjà, hein, qui disait jusqu'à 7 ans, il faut qu'un enfant croie et sache qu'il ait confiance en lui, qu'il pourra tout faire dans la vie, qu'il pourra tout être jusqu'à 7 ans. C'est primordial, c'est moteur. C'est arrêter de croire qu'un enfant, quand il pleure ou qu'il fait du chantage, il faut rassurer les enfants, les bercer, les tenir, tu vois, faut changer toute l'interface des gamins depuis qu'ils sont petits. En faire des enfants qui aiment, qui sont aimés, qui ont confiance en eux, qui ont confiance dans la vie, qui ont de la joie. Tu vois, pour que en changeant tout ça, on arrive à changer ça. Je vais te laisser parce que j'ai plus de batterie, puis ça fait déjà, tu vois. Et c'est important, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai 49 ans, je vais avoir 50 ans. Ben ouais, je me sens de toute façon pas de l'âge de mon corps. Ça n'a rien à voir en fait. Vu que je suis une âme, mon âme, elle a pas d'âge ou tu vois, à tout moment, elle est jeune comme elle veut, quoi. Elle est jeune et sage comme elle veut. Après, bon, mon corps, il suivra, il fera ce qu'il voudra. Enfin, ça n'a pas trop de rapport, quoi. En fait, l'âge du corps et du cœur et de l'âme, ça n'a pas de... Alors si on a l'âge, tu vois, on est un peu comme des Edward Cullen. On a éternellement 17 ans. Enfin, tu vois, c'est un peu ça l'histoire. L'âge, on s'en fout, en vrai. Ça n'a pas d'existence. Il n'y a que du présent, en fait. Il n'y a que du présent, et mon présent il n'a pas... Enfin, tu vois, mon présent, il n'a pas de cheveux gris. Et même s'il a des cheveux gris, enfin, tu vois, je sais pas comment te dire, en vrai. Et justement, c'est ça qui est cool, tu vois, c'est que elle dit oui, je peux pas jeter 50 ans de ma vie, machin, mais si, c'est ce qu'elle fait, parce que là, elle recommence, elle a un amoureux, elle est bien. Enfin, tu vois. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on peut recommencer, et quelque part, j'ai envie de te dire, c'est un peu destiné, enfin, c'est pas ni forcé, ni, tu vois, c'est comme, c'est ce chemin, en fait. Il repasse par un début. Enfin, ouais, c'est un tour de Monopoly, tu vois. Tu retournes, tu peux recommencer à zéro, quoi. Tu peux reconstruire, c'est pas reconstruire, c'est bâtir, en fait, en vrai, en ayant, voilà, éliminer toutes tes peurs, toutes tes tristesses, tous tes sentiments
d'imposture, d'incapacité, de toute la, tu vois, tout ce qu'on t'a utilisé, tout ce qu'on a fait de toi et prendre ta vie en main, en fait. Enfin, arrêter d'être piloté, télécommandé. Et arrêter de donner de l'amour à tes bourreaux, en fait, et à te le donner à toi-même, quoi. Et laisser les bourreaux là où ils sont, dans le passé. Et à retrouver, toi, un présent avec, avec ce que tu aurais dû avoir depuis que t'es petit. De l'amour, de l'affection, des encouragements. D'être sûr de toi et sûr que tu vas pouvoir bâtir quelque chose de bien parce que, parce que tu en as envie, parce que tu, tu mets toutes tes capacités et que tu en as des capacités pour faire ça. Tu en as plein. Et que du coup, ben voilà, c'est aussi mécaniquement, c'est mathématique. C'est que si tu mets toutes tes capacités pour faire quelque chose de bien, ben ça va donner des résultats. Et tu vois, c'est ce que j'arrête pas de dire moi tout le temps à ma fille. Qu'une fois que tu es séparé de. Voilà, quand tu travailles fort, quand tu mets tout ton cœur et que effectivement t'arrives, tu lâches prise sur le résultat, et ben, que t'arrêtes d'angoisser, t'as des bons résultats. Ben voilà, repartir à ça. Et pouvoir. C'est aussi, tu vois, se dire qu'on peut s'aimer, aimer, être aimé et faire des familles, non pas avec des gens, parce que ça va être le rôle, mais que dans toutes leurs actions, ben, ils vont avoir des agissements qui ne sont pas équivalents au rôle qu'on leur prête, qu'on prête ce qui devrait être une normalité, mais qu'à tout moment, mais on peut faire sa famille de vie avec des gens qu'on choisit ou qu'on a déjà choisi dans d'autres vies. En tout cas, des gens où les rapports sont des rapports d'amour, de respect, d'entente, de rigolage, tu vois, de cœur et d'état d'esprit, d'intelligence, enfin, tu vois, tout ça. Ça, c'est une vraie famille. Que, que pour se remplir de tout cet amour et de tout ce respect et de tout ce partage et cette complémentarité, ben, il faut vider sa coupe. Il faut vider tout ce qui n'en était pas. Alors ouais, c'est pas si simple. Parce qu'on a tous ces réflexes, tous ces blocages, tous ces trucs de se dire, ah ben, un, qu'on le mérite, deux, qu'ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, que trois, c'est de notre faute, tu vois, toutes ces justifications qu'on fait avec notre amour, bon ben, arrêtez de les faire, quoi. Arrêtez et oui, jugez. Oui, jugez. Pas juger les gens, mais juger de, de, du mauvais, du mauvais ou du bon rôle qu'ils ont dans nos vies, qu'ils ont eu et qu'ils ont encore, et de jeter, voilà, d'arrêter d'avoir du poison dans sa coupe. C'est forcément le mettre à l'écart. Donc il faut juger, oui, il faut le faire. C'est important. Et ne pas garder tout ce toxique-là, c'est important. Et c'est ça qui va les remettre, eux, sur un autre chemin. Et en tout cas, c'est ça qui va me remettre, te remettre, nous remettre sur le chemin
des plaisirs, de la grâce et de la destinée. Tu vois? C'est qu'une fois qu'on aura passé, voilà, tu vois, une fois qu'on aura passé nos étapes, hein, tu vois, comme la lune et le soleil qui se sont calés exactement pour que la lune laisse ce petit anneau de trucs, bah oui, voilà, nous aussi, on avait tant et tant et tant et tant et tant d'épreuves et de machins et de bidules, et que si on arrive, ça continue le chemin. Ou alors on en vient, mais tu vois, on le voit plutôt comme ça. Le chemin, il est encore long derrière. Et ça va être la meilleure part, la meilleure partie. Regarde. La vraie famille, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. T'as peut-être eu des accidents. Ouais, il y a eu des accidents. Bien sûr. Ou il y en a encore qui vont arriver. Parce qu'il faut que ça s'effondre. À des moments, voilà, il faut. Il le faut. Là, de ce qu'on croit, tout ce qui est extérieur, la gloire, les lauriers, les machins, ça c'est l'extérieur. Ça c'est le chirurgien, sa femme, la grosse maison, la Porsche, qui sont pas foutus d'offrir un docteur Maboule à leur fille. Non, mais on va bloquer sur le docteur Maboule, mais putain. En tout cas, le chien, j'ai pas négocié. 3 ans, hein. 3 ans, je mettais des laisses dans les paniers, dans les trucs, dans les machins. Après, tu vois, pour te dire, quand on s'obstine quand même. Je sais pas comment j'aurais pu faire pour avoir un docteur Maboule. Bref. C'était pas le plus important, tu vois, le docteur Maboule, mais c'est voilà. T'étais une bonne gamine, t'as des bonnes notes, t'es gentille, tes trucs, bah voilà, je sais pas, tu demandes un truc à Noël, tu vois, je vais pas te dire que je suis une sale gosse parce qu'en plus j'ai jamais hurlé que j'en avais pas. C'est l'adulte que je suis qui ne comprend pas. Parce que du coup, ce que ça entraîne à l'intérieur de moi, c'est ça. C'est que dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. On a beau être gentil, on a beau faire tout ce qui est... et parce que c'est ça qui se passe avec ma famille. Parce que ce qui avait cours quand j'étais petite a toujours cours maintenant. C'est pour ça que je te dis qu'il faut juger. C'est parce que ces gens-là ne veulent pas changer. Et en ne changeant pas, ils m'empêchent, moi, de changer. Donc à un moment, je suis obligée de couper. C'est même pas... c'est pour pouvoir réussir à avoir un chemin agréable derrière. Et avoir que la vie puisse me donner les présents qu'elle veut me donner, elle. Parce que la vie, elle n'est pas pervers narcissique. Elle n'est pas toxique, elle n'est pas jalouse, elle n'est pas une mauvaise mère ou un mauvais père. La vie, elle est chouette. Mais c'est soi-même qu'il faut se dire, mais attends, vu que la vie est chouette et vu que je mérite d'avoir des bonnes choses, alors ce qu'il y a encore qui bloque, c'est que moi, j'ai eu le mauvais programme au départ. Et si on continue à me remettre à jour avec toujours ce mauvais programme, qu'on réactive tu vois, ce programme ne doit plus avoir cours. On doit se faire une mise à jour avec le nouveau programme. Donc les vieux composants et les machins, on les désinstalle. Tu vois, dit comme ça paraît plus logique. Bon, eh ben, faut désinstaller le programme ma mère, faut désinstaller le programme ma sœur, il faut désinstaller le programme
toute façon, qui a déjà été un peu désinstallé le reste de la famille, il faut désinstaller le programme. Tu ne mérites pas les bonnes choses dans la vie. Et il faut le désinstaller chez tous les enfants et tous les adultes. Tout ce qu'on peut. Parce que, oui, on va dire, le père Pellico, et tous les mecs qui sont... euh, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont fait ce qu'ils ont fait? Il faut les soigner. Enfin, il faut les soigner. Il faudrait commencer par... ouais. Parce que je te mixe ça un tout petit peu avec le problème des suicides en prison. Alors, d'un côté, quand les gens font du mal, on dit oui, il faut les mettre en prison, tant et tant d'années. Tu vois? Et oui, ils ont mérité ci et ça, avoir le pire. Puis après, quand ils se suicident en prison, on se demande pourquoi. On se dit, ouais, il faudrait que ça change. Bah, pareil, c'est un petit peu... j'ai... Je sais pas. Tu vois? C'est un peu pas logique. Alors peut-être que il y a des gens qui sont indécrottables et qu'il faudra encore une vie et encore plein d'autres vies derrière. Et que pour cette vie-ci, c'est foutu. J'en sais rien. C'est pas mon boulot, mais tu vois, avec ce que je veux te dire, j'ai écouté aussi, je vais vite fait finir avant que ça coupe, j'espère, sur ça. J'écoutais une histoire le podcast Légende, là, sur un psychiatre, docteur en psychologie, expert auprès des tribunaux. Pas le psychiatre, tu vois, quand même un mec expert dans les tribunaux, qui expliquait qu'ils avaient fondé un centre de réadaptation, un peu d'urgence, je sais pas quoi, pour les prises en charge des mecs vraiment, mecs et nanas, très 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 problématiques. Que eux, ils avaient récupéré dans ce fameux centre un mec dont tous les gens de Marseille ne voulaient plus, tous les services de psychiatrie ne voulaient plus parce que c'était une armoire à glace, un gros costaud, et qui quand il pétait les plombs, ben, on n'arrivait pas à le maîtriser, il fallait être 10 pour y arriver, etc. Et c'était une vraie galère, et ils ne savaient pas quoi en faire. Qui récupère ce type-là, qu'au bout d'un moment, pendant un mois, c'est idyllique, il se dit, mais ils se sont tous trompés, pourquoi ça va super bien. Qu'un jour, le fameux armoire à glace commence à monter dans les tours, que là, il a compris que c'était fini, ils allaient avoir le gars en crise, ils avaient prévu les seringues préinjectées, les digas, les camisoles, parce que ils voyaient le truc arriver, que ça allait arriver la crise du type. Et qu'en fait, arrivé là, il y a une toute petite bonne femme qui arrive, il te le dit comme ça, hein. Elle le voit, qui commence à partir en vrille, elle dit viens là toi, le gars se penche, elle l'attrape par l'oreille, elle lui dit bah tu vas pas commencer, hein. Tu vas dans ta chambre, va dans ton, voilà, dans ta chambre, et tu vas y rester 20 minutes, quand tu vas sortir au bout de 20 minutes, ça ira mieux, ça sera fini, ça sera passé. En fait, eux, ils n'avaient pas exactement assisté à ce qu'elle lui avait dit. Ils avaient vu la nana, la petite bonne femme, prendre l'armoire à glace par l'oreille, lui dire des trucs, le gars part et revient au bout de 20 minutes et ça y est, c'est fini. En fait, ils ont demandé ce qu'elle lui avait dit, et donc elle lui avait dit ça, elle lui avait dit, écoute, moi, j'ai passé une mauvaise journée, il y a tout qui me gonfle, donc tu vas pas t'y mettre toi aussi, tu vois. Et après, ils avaient demandé au gars, mais pourquoi? Comment ça se fait que elle t'a... comment elle a réussi? Tu vois? Et ben, ce qu'elle avait réussi, c'est qu'elle, elle s'était occupée de lui depuis qu'il était arrivé là. Elle avait été gentille et s'en était occupée. Et que du coup, lui avait dit, ah non, mais là, c'était elle. Et que lui, il pouvait pas faire ça. Et ça rejoint ce que je te dis. Il pouvait pas lui faire ça à elle. Parce qu'elle lui avait donné de l'amour, de l'attention, du temps. C'est ce que je te dis. Et que là, du coup, quand on donne du temps et de l'amour et de l'affection, eh ben, on est en retour gratifié. Et ce qui marche avec une armoire à glace, qui est la terreur de tous les hôpitaux psychiatriques, marche avec les enfants. C'est la base au départ. Donc, c'est pas erroné de te dire ça. Qu'on peut soigner aussi les gens, qu'on peut en tout cas
atténuer, qu'il faut donner de l'attention, de l'affection, et qu'après, ben oui, on peut mettre des limites et ça va fonctionner. Bon, voilà, je te fais des bisous parce que ça va couper. Je t'embrasse et je te dis à plus et à bientôt. En tout cas, se donner de l'amour. Et donner de l'amour, c'est toujours la solution. Je te dis pas, tu vois, elle lui a pas dit, oh mon petit chéri, calme-toi. Elle l'a pris par l'oreille et dit maintenant, ça va. Je trouve que cette anecdote, elle est géniale. Voilà, allez, je t'embrasse, je te fais des bisous. Allez, et puis on va y arriver, voilà. Ouais, on va y arriver. Allez, ça marche.